Bonjour à tous, amis de l'ARH. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une femme aux multiples casquettes. Je ne vais pas tout vous révéler maintenant, il va falloir nous écouter. Mais j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Deschamps. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, on va y venir, tu as une multiple vie puisque tu as été aussi bien analyste business, tu as même travaillé en prison, on en parlait en préparant cet épisode, mais tu as aussi travaillé du coup dans le secteur de l'industrie et de l'énergie plus particulièrement, on va y venir. Et tu as une double casquette, puisqu'aujourd'hui tu es à la fois la directrice learning et compétences, et tu es également la directrice d'Engie Université. Je n'oublie rien? Non. Ça va, ok. C'est pas mal. Alors, avant d'arriver à ton poste actuel, moi j'aime toujours revenir un petit peu en enfance et comprendre un peu ce qui s'est joué, ce qui t'a animé. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Quand j'étais petite, mais pas si petite, plutôt à partir de l'adolescence, je rêvais tout d'abord d'être hôtesse de l'air parce que j'adorais les voyages et je voulais voir le monde et parler plein de langues étrangères. Et puis à l'approche du bac, le projet s'est un peu précisé. J'ai voulu plutôt être diplomate et mon rêve c'était de travailler à l'ONU. Donc de garder cette partie internationale, cosmopolite, mais en me disant que je serais plutôt au service de gens, pouvoir aider des gens et en particulier la cause des réfugiés à l'époque me parlait beaucoup. Et tu étais quel type d'élève à l'époque? Plutôt bonne élève. Est-ce que tu étais, attends, je ne juge pas, hein, dans les premiers rangs, fond de classe près du radiateur? Moi, j'étais vraiment au premier rang devant le prof. Tu pouvais pas faire plus faillotte et plus sèche. Donc, dis-moi. Alors non, moi, j'étais peu importe où j'étais. Par contre, je papotais beaucoup en classe. Donc, j'avais souvent sur les bulletins que j'étais bonne élève, studieuse, mais un peu trop bavarde, ouais. Et est-ce que tes parents t'ont influencé dans la façon de t'engager dans ton travail, tes études? Est-ce qu'ils avaient une voie un peu tracée pour toi ou est-ce que c'était plutôt en mode, écoute, vas-y ma fille, tu verras là où le vent te portera? Plutôt ça. Moi, j'ai une famille qui était assez engagée sur les sujets aussi, je dirais, d'intérêt général. Ma mère a été dans l'éducation nationale toute sa vie. D'abord professeure des écoles, puis documentaliste. Donc, j'ai grandi avec des livres. C'est du coup sans doute pas un hasard si j'ai fait un bac littéraire. Et puis, mon père a travaillé dans des associations toute sa vie. Partie côté administrative, mais donc je pense que cette envie d'aider aussi des gens était liée à mon éducation. Leur film un peu de l'engagement. Et donc vient le moment où ça y est, tu as le bac en poche. Qu'est-ce que tu choisis? Puisque tu parlais tout à l'heure diplomatie, est-ce que tu t'es engagé vers une voie plus spécialisée, type public, préparation au concours, ou tu vas sur un cursus universitaire? Qu'est-ce qui te... J'ai étudié des sciences politiques, j'ai fait une prépa littéraire et puis ensuite des sciences politiques pour justement préparer les concours de la fonction publique, notamment le Quai d'Orsay, que finalement je n'ai jamais passé. La vie en a décidé autrement. Concours extrêmement difficile. Oui. Je veux dire, il faut parler des langues parfois un peu exotiques pour gagner plus de points. Il y a des épreuves très compliquées. Enfin, c'est ça. Moi, je n'ai pas attaqué au petit concours du coin du quartier, quoi. Non, moi, j'avais appris le russe en LV3. Donc, étant littéraire, j'avais 3 langues au bac. Ma spécialité était russe. Donc, je parle français, anglais, espagnol et russe. Tu lis Dostoïevski en russe ou pas? Non. Oh, ok, tu me rassures. Je dis, oh là là. Je l'ai pas même beaucoup lu en français, pour être honnête. Autant Tolstoï, oui. Autant Dostoïevski, un petit peu moins. Et donc, du coup, tu t'orientes, donc tu fais Sciences Po, c'est ça? Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu apprends, cette école? Qu'est-ce que ça t'enseigne? C'était à l'époque Richard Descoings? Tout à fait. Ouais. Quand je suis arrivée, il était encore là. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne que cette école est finalement très ouverte et avec beaucoup de profils différents, beaucoup de gens qui venaient de province, beaucoup de gens aussi qui venaient de milieux pas forcément très favorisés. Donc une mixité sociale et internationale très intéressante. J'ai beaucoup aimé mon expérience de 3e année à l'étranger. C'est même, je dirais, là-bas. Je vais pas le dire trop fort, mais l'année que j'ai préférée dans ce cursus. T'es partie où? Je suis partie à New York. Super. Un partenariat avec Columbia, du coup, non? C'est ça. Ouais. Donc à Manhattan, et c'était assez exceptionnel puisque j'ai pu étudier des matières qui me faisaient vraiment plaisir. Donc j'ai étudié l'histoire médiévale, j'ai étudié la géopolitique, donc des cours sur le terrorisme et le contre-terrorisme. J'ai étudié la désobéissance civile, l'histoire des religions. Donc beaucoup de sujets qui n'étaient pas dans mon cursus classique en France, mais qui m'intéressaient aussi à titre personnel. Donc c'était une vraie année d'ouverture avec des rencontres exceptionnelles et des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Et du coup, Sciences Po, donc c'est un cursus qui est plutôt généraliste, mais à un moment, il faut que tu commences du coup à t'orienter. C'est plutôt en 4e, 5e année. Est-ce que tu choisis du coup une voie, une spécialité en particulier? Logiquement, j'avais pris affaires publiques pour préparer les concours. Donc j'ai fait beaucoup de droit public, de finances publiques, de géopolitique.
Ouais, des matières costauds, quoi. Des matières costauds, des grosses semaines. Et puis bon, finalement, du coup, j'ai bifurqué. Mais du coup, tu rejoins une structure en tant que ton premier job. Hein, c'est plutôt un poste d'analyste, on est d'accord? Oui, parce que mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Gaz de France, au service des affaires européennes. Je cherchais un stage qui soit justement en lien avec des thématiques internationales et de l'intérêt général. Donc j'avais l'option de faire un stage au Quai d'Orsay, et en toute transparence, venant aussi d'un milieu modeste, un stage chez Gaz de France était un petit peu plus intéressant. Donc c'est un peu par le hasard comme ça que je me suis retrouvée à cet endroit. J'avais pris l'annuaire, hein. Juste, il y en a qui nous écoutent et qui doutent encore que parfois le réseau, c'est intéressant. J'avais juste pris l'annuaire et regardé qui travaillait chez Gaz de France dans les alumni. Et j'ai écrit à une personne et c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. T'as été au culot, quoi. Un peu. Et il se trouvait qu'il cherchait un stagiaire, on s'est rencontrés, super entente. Et du coup, j'ai commencé quelques semaines plus tard. Et j'avais aussi choisi Gaz de France parce qu'ils avaient un bureau à Moscou. Donc dans la discussion, j'avais aussi évoqué l'idée d'aller faire un stage à Moscou. Donc finalement, j'ai fait le stage à Paris, mais je suis partie ensuite 2 ans en VIE à Moscou. Génial. Et qu'est-ce que tu retiens d'expérience à Moscou? Pareil, 2 années assez exceptionnelles. Ce que je retiens, c'est la chaleur humaine des Russes quand on les connaît. Ouais. Par contre, leur froideur quand on ne les connaît pas. Bon, c'est la première fois qu'on me dit ça. Non, un pays très, très attachant avec beaucoup d'histoire, beaucoup de culture, beaucoup de souffrance aussi. Un pays avec beaucoup de dureté. Et donc, c'est aussi pour ça que j'y suis pas restée après. Là, du coup, t'es partie, tu parlais déjà russe un peu? Oui, c'était ma LV3 mais au lycée. T'arrivais à tenir des conversations, oui, à parler? C'était l'objectif, c'était vraiment de devenir très, très fluide. Mais comme je l'avais étudié 3 ans au lycée, plus 5 ans ensuite dans mes études universitaires, du coup, après 8 ans, ce qui me restait, c'était l'immersion totale. Bien sûr. Et comment travaillent les Russes? Alors, je sais que c'est très stéréotypé, généraliste, je mets tout le monde dans le même sac. Mais qu'est-ce que tu apprends de la façon de bosser? C'est différent en France? Ils devraient comme nous, hein. Enfin, ils ont des choses, ils ont des missions, des projets à délivrer, des mais il n'y a pas de deadlines. traits culturels ou de traits un peu... Ah bah c'est plutôt les relations interpersonnelles qui sont différentes puisque les codes culturels peuvent changer. Après, c'était comme une entreprise française, donc même si les équipes étaient globalement russes, elles avaient l'habitude. La plupart des personnes du bureau parlaient quand même un petit peu français. Non, on a créé des liens. Je suis encore en contact avec des collègues de cette époque et nous avons malheureusement fermé ce bureau suite à la guerre en Ukraine, mais c'était une expérience vraiment humainement et professionnellement très enrichissante. Et c'est après ce premier bagage, du coup, que là, tu vas rester dans l'univers toujours du gaz, mais tu vas basculer, c'est ta première expérience chez Engie. C'est ça, puisque du coup, après le VIE, Engie m'a proposé un CDI à Paris. Et donc, c'est comme ça que j'ai rejoint la direction de la stratégie. À l'époque, c'était GDF Suez, hein, c'était pas encore Engie. Mais on n'avait pas changé de nom. Mais là, ce qui me frappe, c'est que ton début de carrière, il est très économique, en fait, quand je t'entends. Analyste, économique, parce que là, du coup, chez Engie, c'est pareil. Enfin, c'est différent, mais tu cherches un portefeuille d'actifs. Tu peux nous expliquer? Alors, il y a eu 2 étapes. La première étape après ce VIE en Russie, c'était effectivement à l'analyse, je dirais stratégique, au sens où je suivais plutôt la géopolitique, les impacts de ce qui se passait dans l'actualité, sur les marchés de l'énergie, quels impacts ils pouvaient avoir sur nos projets de développement qu'on avait, les relations qu'on avait avec des fournisseurs comme Gazprom, etc. Pour prendre un exemple concret, c'est par exemple, tiens, j'ai un projet au Bénin, il y a des élections présidentielles qui arrivent, quel va être l'impact sur les stratégies publiques de financement? Je caricature. Oui, c'est ça, sauf que du coup, mon terrain de jeu était plutôt l'Europe et la Russie. Comme je parlais russe, je suivais aussi donc la CEI, l'ancienne URSS, hein, pour résumer. Et donc, effectivement, s'il y avait une élection au Kazakhstan, suivre ça, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire Donc, oui. Et puis, j'avais aussi cette casquette en stratégie. Souvent, on réalise des rapports, on fait des analyses, des éléments de langage aussi pour nos dirigeants qui intervenaient sur des conférences, des séminaires. Et alors, je suis un petit pas de côté, mais est-ce que cette dimension analyse de la géopolitique, elle est utile ensuite en entreprise? Parce que l'entreprise, c'est aussi de la politique. Est-ce que tu appliques les mêmes grilles de lecture? Est-ce qu'il y a des réflexes intéressants que tu peux avoir? C'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posée. En tout cas, ça apprend à être ouvert à ce qui se passe et sur lequel on n'a pas prise. Il y a des choses qui arrivent et qu'on doit gérer quand elles sont là. Donc ça, c'est sûr que ça continue et ça continuera tout le temps. Et donc c'est vrai pour des pays, des situations politiques, c'est aussi vrai pour des organisations. Il y a un parallèle à faire. Machiavel. Une forme de résilience. Voilà. Et puis, non, c'est aussi intéressant parce que la géopolitique, ça oblige à réfléchir, à anticiper.
essayer de comprendre ce qui pourrait se passer plus tard. Donc, réfléchir au futur, essayer de réfléchir aussi par scénario. Scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et puis, si tel scénario arrive, quel est le plan A, quel est le plan B? Et puis, c'est aussi des sujets qui sont très écosystémiques, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais forcément, on touche à beaucoup de sujets. Quand on suit les marchés de l'énergie, bah oui, il y a de la géopolitique, mais il y a surtout de l'économie, des sujets très terre à terre comme la disponibilité physique de certaines ressources. Bien sûr. Donc ça, c'était aussi des sujets qu'on suivait. Exactement. Et à l'époque, quand on suivait les scénarios de l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, bah, tous les ans, ils mettaient à jour leurs scénarios. Et puis à l'époque, je me souviens que la grande crainte, c'était le peak oil. Donc c'était le moment où on aurait atteint le pic de production du pétrole. Et puis après, on aurait de moins en moins de pétrole. Et du coup, on avait des craintes sur comment on arriverait à faire tourner les économies. Et puis en fait, on se voit que ce peak oil a été décalé en fait en permanence. Et puis après, avec l'arrivée des renouvelables, le boom, on a eu aussi un moment le boom des gaz de schiste, les shale gas. Donc ça évoluait tout le temps. On voit que tu as clairement du coup un prisme très géopolitique, économique. Juste après du coup cette expérience en stratégie, c'est là où tu arrives sur la gestion de portefeuille. Tu peux nous raconter ? Oui, j'avais envie de connaître davantage de l'intérieur nos métiers. Et en disant, ce qui m'avait vraiment attiré chez Gaz de France aussi en stage, en plus de ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment cette notion d'intérêt général et de me dire que indirectement, en travaillant chez Gaz de France, je contribuais au fait que Madame Michu, c'est comme ça qu'on appelle nos consommateurs finaux, Madame Michu aurait, enfin c'est vraiment comme ça que je l'imaginais, du gaz dans sa cuisinière pour faire des gâteaux. Quand j'étais dans mon expérience en Russie ou ma première expérience en stratégie chez GDF Suez, je regardais plutôt l'amont, c'est-à-dire d'où venait la molécule de gaz, comment on la sortait du sol et on la transportait jusqu'en France. Et je me suis dit, je serais intéressée par comprendre un peu plus concrètement et sur plutôt l'aval, comment les choses se gèrent, comment les prix de la facture de Madame Michu vont être faits, comment on s'assure que voilà nos stockages seront pas vides en hiver, etc. Et donc j'ai eu une autre expérience professionnelle, donc dans la partie plus trading, je dirais, du groupe, où là j'avais en charge un portefeuille d'actifs de gaz. Donc ça fait pas rêver comme ça, mais c'était hyper intéressant. C'était la place qu'on avait, le groupe, donc dans les tuyaux et les stockages de gaz, en résumé. Parce que pour que la molécule arrive dans le four de Madame Michu, il faut bien la transporter, et donc ça veut dire louer une capacité dans les tuyaux, comme on louerait un appartement pour vivre. C'est des gigantesques tuyaux qui viennent de Russie et qui vont dans certains pays plus ou moins confidentiels ou autres. J'ai pas dévoilé les plans. Les plans là-dessus. Ça a un petit peu changé ces dernières années. Mais oui, tout à fait. En France, c'est GRT Gaz, donc qui opère la partie transport. Donc, ce qu'on appelle le transport, ce sont les tuyaux de gaz de gros diamètre. Puis ensuite, GRDF qui opère la partie distribution, qui arrive donc plutôt dans les villes, en bas des immeubles, etc. Et c'est pour ça qu'on appelle GRDF si on a une fuite de gaz, parce que c'est donc eux qui transportent le gaz jusque dans ma cuisine. Et du coup, là, maintenant, tu as une bonne vision du cycle de vie, j'allais dire, un petit peu du gaz, de la molécule jusqu'à son transport à cotation. C'est ça. Et c'est là où, du coup, tu fais un pas de côté et tu fais une expérience qui est radicalement différente, puisque tu quittes le monde de l'énergie pour découvrir le monde du pénitentiaire. Et tu vas devenir la directrice, du coup, de la maison d'arrêt de Villepinte. Est-ce que tu veux nous raconter ? Alors, j'étais pas directrice de la prison intégralement. Je voulais poser. Il y avait un chef d'établissement qui vient. La punchline, je dis waouh. Ouais, non. Alors, j'étais directrice, il est vrai, mais pour la partie déléguée au secteur privé. Donc, il y a un chef d'établissement. Je l'ai pas dit. Sur donc une prison, c'est une mini-ville gérée, dirigée par des personnes de l'administration pénitentiaire. Donc, il y a un chef d'établissement, plusieurs directeurs, et puis ensuite tous les personnels pénitentiaires. Et l'État délègue une partie de la gestion des prisons au secteur privé. Et donc, je suis partie dans une filiale d'Engie qui s'appelle GEPSA et qui opère donc sur ces sites dits sensibles et qui donc fournit des services à l'immeuble et des services à la personne sur les sites pénitentiaires. Donc, pour résumer, tout ce qui est régalien, donc tout ce qui va être sûreté, réinsertion, gestion des peines, éducation, santé, sur les sites où j'ai été, ça restait du domaine de l'État. Par contre, tout ce qui était, je dirais, vie quotidienne, donc tout ce qui va être maintenance technique, du chauffage à la propreté aussi des cellules, en passant par le réseau d'eau, le fonctionnement des caméras, des portails, voilà, tout ça, c'était nous qui le gérions. Et puis dans les services à la personne, on gérait
les repas, la buanderie, le travail des détenus, l'accueil des familles au parloir, etc. Et ça représente à peu près combien de détenus? Alors, j'ai d'abord été à la maison d'arrêt de Villepinte et puis ensuite quelques années à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement. Et donc, on était sur des sites avec plus de 1000 détenus en moyenne. Gros sites, du coup. Des gros sites. Les sites en Île-de-France sont souvent très peuplés, voire surpeuplés, très surpeuplés. Donc, plus de 1000 détenus et puis des centaines de personnels chaque jour qui venaient pour travailler et faire tourner l'établissement. Donc, des surveillants, des avocats, des médecins, des profs de sport, des intervenants extérieurs pour réaliser des travaux, les familles qui venaient rendre visite aux détenus. Bien sûr. Donc, beaucoup de monde. Et tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les prisons sont sous pression parce que sureffectifs, parce que tension inhérente à la cohabitation. Les maisons d'arrêt, oui, en particulier. Des détenus. Qu'est-ce qui t'a poussé, parce qu'à cet âge-là, t'avais quoi? T'avais 30 ans après? 32 ans, oui. 32 ans, à te dire, OK, mon prochain job, ça va être aller en prison. Alors, il y a une dimension sûrement sociale, j'imagine, parce que tu as aussi du sens d'améliorer la qualité des détenus, croire que la prison peut être aussi une opportunité de réinsertion. Mais quel a été ton chemin? En fait, ce que j'ai pas dit, c'est que en parallèle, j'avais commencé à être bénévole au Resto du Cœur dès la fin de mes études. Ouais. Et donc, j'avais quand même cette idée. Alors, certes, j'ai pas passé de concours et je suis pas devenue diplomate à l'ONU, mais j'avais quand même cette idée de me dire que je voulais essayer d'aider, d'être utile socialement et de faire quelque chose qui a un lien fort avec l'intérêt général. Donc, il y avait mon travail qui me parlait beaucoup. Et puis, dans ma vie personnelle, j'avais commencé donc à être bénévole dans un centre d'hébergement d'urgence, donc qui accueille des personnes de la rue, des personnes très vulnérables, aussi beaucoup de personnes étrangères, parfois en situation irrégulière. Et donc, j'avais cette connexion-là dans ma vie personnelle. Et puis, disons que passé 30 ans, si je caricature un peu, ayant eu l'expérience professionnelle que j'avais eue, plutôt classique, plutôt industrielle, business, j'avais envie d'aller essayer de réconcilier davantage ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et le groupe NJ étant très grand, je suis allée regarder ce qu'on faisait sur des sujets qui me parlaient en sens d'impact social. Et donc, GEPSA a été une des options. C'est pas la seule. Je m'étais rapprochée de la fondation. On avait 2 ONG aussi à l'époque. Une que nous avons toujours, et donc c'est vrai que j'avais été toquée à ces portes-là. Bon. C'est l'avantage d'être dans un grand groupe, c'est que tu as aussi pas mal d'options et tu peux aussi te réinventer tout au long de ta carrière. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Parce que j'imagine que c'est très fort, c'est pas bosser dans une entreprise classique. Tu es au quotidien avec des détenus qui ont parfois des histoires personnelles dramatiques. Tu es dans un contexte aussi de vigilance, il y a beaucoup de normes de sécurité, bien sûr de normes d'hygiène en plus. Contraintes. Mais c'est un contexte très particulier. Alors, si on me lance vraiment sur cette expérience, je pense qu'il faut un podcast de 2 heures. Ça fera une spéciale. Non, c'était une expérience très riche à tout niveau, très prenante aussi et très usante. T'es resté 5 ans quand même, c'est pas juste un passage. Tu vois. Non, parce que j'ai fait 2 sites différents, effectivement. Après, j'ai quand même pris plusieurs mois de vacances entre les 2 expériences et puis aussi après la 2e prison, parce que j'étais quand même un petit peu fatiguée aussi. Non, c'était hyper riche, très très fort, beaucoup de contraintes et en même temps, je me sentais très libre parce que sur le site, c'est comme une mini-ville et une espèce de PME que je devais faire tourner et donc je me sentais très libre avec les équipes de trouver les solutions, d'être créatif, comme on voulait, comme on pouvait. Il n'y a pas de guidelines où tout est écrit sur un site pénitentiaire, on est obligé d'être agile. C'est potentiellement une crise permanente, c'est-à-dire qu'on peut avoir une journée très calme et puis d'un seul coup, il y a un événement déclencheur et là c'est la crise. C'est H24. C'est des sujets qui peuvent vite être très graves, donc tout est important et c'est souvent très grave aussi. Des choses qu'on n'imagine pas. Un détenu qui n'a pas eu ses cigarettes qu'il avait commandées pour la semaine peut vraiment... craquer. Dégoupiller, on appelait ça, et donc agresser un surveillant, mettre le feu à sa cellule, voilà. Donc une expérience très riche humainement. J'ai été confrontée à beaucoup d'histoires de vie, et puis en tant que manager aussi, donc j'ai découvert le management opérationnel, hiérarchique, je dirais, parce que j'avais managé des bénévoles au Resto du Cœur, mais du coup c'était un petit peu différent. Et aussi en tant que manager opérationnel, j'ai vécu des choses avec les équipes exceptionnelles. Enfin, je suis encore en contact proche avec certains de mes anciens collaborateurs. On a traversé des moments difficiles et des moments aussi vraiment très joyeux. Mais c'est vrai que gérer des crises, ça soude.
ça renforce aussi des collectifs. Bien sûr. Alors, c'est intéressant parce que tu vois, quand je fais la genèse de ton parcours, on voit tu as une première expérience, du coup, très géopolitique et économiste, mais dont la vocation, c'est quelque part amener des matières premières dans les foyers des Français. La seconde, Son côté un peu romantique, oui. Ouais, mais il y a une histoire qui se raconte, en fait. Et la seconde, on le voit, c'est un engagement concret de réinsertion, être au plus près des personnes les plus les difficiles, exclues, en tout cas, de la société française. Et ensuite, suite à cette expérience, tu vas dire, OK, voilà, je reviens, mais par la compétence, pour développer, du coup, les collaborateurs, les êtres humains d'Engie. Comment se fait cette transition? Parce que tu n'es pas initialement du monde du learning. Tu arrives et tu es, du coup, tout de suite propulsé à un poste de direction. Puisque du coup, je rappelle, tu es à la fois, tu as une double casquette, directrice learning et compétences, mais aussi directrice de l'université d'entreprise. C'est ça. Je dirais que c'est un concours de circonstances aussi assez heureux. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision d'arrêter de travailler en milieu carcéral, je me suis mise en recherche et puis je voulais aussi quelque chose qui avait du sens, qui, pareil, pourrait contribuer au développement et enfin aider des gens. Et c'est vrai qu'en milieu carcéral aussi, un des points communs de beaucoup de détenus, c'est qu'ils ont arrêté l'école assez tôt. Beaucoup sont sortis du système scolaire début collège. Certains détenus ne savaient pas lire, certains de mes agents avaient du mal à lire. Et donc, on revient à des basiques en se disant, c'est vrai que former des gens, les développer, les aider à être employables aussi, parce que c'est ça le sujet derrière, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis après, c'était aussi un moment et une belle rencontre avec Nicolas Roland, que je ne remercierai jamais assez, du coup. Et qui, lui, du coup, est devenu le boss de la partie HR développement. Tu peux Performance RH, effectivement. Il a toujours, du coup, le learning, développement et beaucoup d'autres sujets dans son portefeuille, mais c'était mon prédécesseur. Et donc, il m'a fait confiance. Donc, tu as suivi un mentor qui t'a inspiré. Tu t'es dit, OK, là, j'ai un visage qui m'inspire, une vision. Il me confie les manettes. Et là, du coup, tu as 2 postes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu organises ces 2 postes? La première partie, donc directrice learning et compétences, et la deuxième, la direction de l'université. Est-ce que tu t'es divisé ta semaine en 2? C'est quoi tes feuilles de route? Comment tu te... Non, en fait, on est polyvalent dans une carrière. Je pense qu'on est tous un peu couteau suisse à certains moments. Non, en fait, les 2 sujets sont extrêmement liés puisque Engie University, c'est l'université d'entreprise. Donc, on travaille sur des sujets très stratégiques, transverses. Donc, c'est cohérent avec aussi derrière réfléchir à une stratégie groupe sur des sujets de learning. Et du coup, comment est organisée aujourd'hui ton université d'entreprise? Est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu as un PNL comme une business unit à part entière? Comment ça se... On a une société à part entière, donc avec... T'as un bilan, t'as un exactement, bénéfice. Ça me parle. des audits, je peux recevoir des factures et les payer, je peux aussi en éditer et me faire payer. Dans le monde de l'entrepreneuriat, ça me parle. Exactement, alors c'est une société plus petite qu'avec qu'une prison, mais ça reste une société et donc qu'il faut faire tourner avec effectivement tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est une vingtaine de collaborateurs et donc on a... les services, je dirais, classiques d'une université d'entreprise, avec des personnes qui sont en charge de l'offre de l'université, donc de la designer, de la co-construire avec nos experts internes, ensuite de déployer les programmes, s'assurer que vraiment ce qu'on propose est au service de la stratégie du groupe, de sa transformation, qu'on accompagne vraiment le développement des compétences professionnelles, mais je parle aussi de compétences personnelles parce que je pense qu'on est aussi... on est aussi là pour aider les gens à grandir au sens large. Bien sûr. Et tu as un campus ou c'est quelque chose qui est plutôt dématérialisé, pas incarné forcément physiquement? Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment incarné physiquement. On est basé au siège à La Défense, mais on n'a pas de campus en tant que tel vraiment délimité. Par contre, dans quelques mois, nous devrions déménager sur un nouveau campus Engie, où là, physiquement, on pourra incarner quelque chose, être un peu plus une agora physique. Un endroit où les gens peuvent venir se rencontrer. Voilà. Et il y a quelque chose moi qui m'avait marqué, j'ai l'impression que vous faites ça chaque année. Vous faites pas une grande semaine Learning Week ou quelque chose? YouCamp. Oui, YouCamp, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, surtout que le prochain est dans quelques jours, ce sera la semaine du 1er juillet. Je ne veux pas faire monter le stress. Mais c'est quelque chose d'assez fort, qui est un peu votre rituel, mais qui est en revanche à l'échelle globale. Tu peux nous expliquer? C'est ça, donc c'est une semaine de campus itinérant.
éphémère puisqu'il tourne. Alors Paris, c'est le rendez-vous annuel, tous les ans, fin juin ou début juillet, on a une semaine. Donc on réunit des centaines de personnes de toutes les entités du groupe, de plein de pays différents. Quand je disais tout à l'heure qu'on est en diversité d'entreprises, donc par définition transverse, on vise globalement nos 30 000 managers dans les programmes qu'on propose. Et donc on en réunit entre 800 et 1000, par exemple, à Paris la semaine prochaine, pour suivre des programmes de formation. Et donc, comme sur une vraie université, vous avez des salles avec des cours toute la journée. Et puis, le soir, des événements, des conférences, des after-work. Voilà, c'est l'occasion que les gens se rencontrent. Donc, évidemment, se forment, mais aussi développent un réseau, améliorent leur connaissance du groupe, créent des connexions, se sentent appartenir à cette entreprise NJ qui est quand même très grande et parfois éclatée, très physiquement aussi. Il y a des gens partout dans le monde et ça, c'est hyper fort. Les gens qui viennent à cette semaine sont toujours boostés, j'imagine. Voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu peux décliner à l'étranger ou ça reste quelque chose qui est incarné essentiellement à Paris? Non, comme je disais, c'est itinérant. Donc, on en fait partout dans le monde. Donc, on a 4 régions dans lesquelles nous sommes présentes en dehors de France. Donc, l'an dernier, nous avons eu un YouCamp à Dubaï. On en a eu un autre à Houston, en Amérique du Nord. Incroyable. Voilà, et cette année, on en avait un au Mexique pour la partie Amérique latine. Voilà, l'an dernier, on avait été à Bruxelles aussi pour la partie Europe. Donc non, ça tourne. Puis j'imagine que là, pour le coup, en termes de visibilité pour l'université, c'est très fort, c'est votre moment, c'est à l'agenda. Et comment t'organises du coup ton poste de directrice learning et compétences? Est-ce que c'est une équipe différente? Est-ce que là, c'est plutôt un enjeu analytique, prospectif? C'est encore une autre casquette finalement? C'est une autre casquette, mais comme je disais, c'est lié. C'est-à-dire que la pertinence du catalogue d'NJ University, elle va aussi se faire grâce à la connaissance des besoins en développement, en compétences que nous avons du groupe. Je donne un exemple très concret. On sait que sur les sujets renouvelables, c'est un marché en croissance. Nos ambitions stratégiques sont en croissance, avec des objectifs forts. Du coup, on va avoir besoin de compétences fortes en business développement, en gestion de projet, par exemple. C'est aussi notre rôle de faire le lien à l'université, et c'est là que les deux casquettes sont intéressantes, de dire si en termes de compétences, on a identifié ce besoin, comment nous aussi, l'université d'entreprise, c'est un besoin transverse qui peut concerner plusieurs pays, par exemple. Voilà, comment on va accompagner cette montée en compétences et les enjeux stratégiques workforce planning. Bien sûr. Parce que du coup, pour anticiper les besoins et l'upskilling ou le reskilling sont des options dans un stratégique workforce planning. Comment est-ce que nous, on peut y contribuer? Parce que vous avez effectivement, tu disais tout à l'heure, des nouveaux métiers vers les énergies vertes en plus, donc j'imagine beaucoup de populations également à faire monter en compétences, peut-être même à reconvertir. C'est ça, et puis, alors c'est pas forcément un nouveau métier pour le coup, le business développement ou les énergies renouvelables, pas du tout. Par contre, après, c'est l'ampleur aussi du besoin qui peut changer, et puis oui, il y a quand même des nouveaux métiers dans la méthanisation, il n'y a pas de diplôme encore forcément en sortie d'école, donc on réfléchit aussi sur les accompagnements en interne. Vous avez un CFA ou vous avez un centre d'alternance? Nous avons un CFA, tout à fait. Okay. Et qui forme typiquement à des métiers d'énergie nouvelle ou on est plutôt sur des métiers classiques, chauffagistes? Oui, on est sur des métiers de la maintenance globalement, mais un technicien qui sait réparer une chaudière, par exemple, peut tout à fait être accompagné et puis savoir opérer un méthaniseur. Alors du coup, Marie, j'arrive sur la partie plus personnelle de ce podcast. Tu as, je le disais tout à l'heure, une double casquette, donc j'imagine un double agenda, un double emploi du temps. Et 2 fois peut-être. Non, parce que j'ai des équipes formidables et donc du coup, beaucoup de choses qu'elle gère, elle gère sans moi de façon exceptionnelle. C'est souvent la clé. Est-ce que toi, tu as des hacks pour t'organiser, déconnecter le soir ou bien gérer ta semaine et pas être la tête dans le jeu? Alors moi, je vis à Lyon. Donc je suis à Paris quelques jours par semaine, mais donc en plus aussi... t'as les transports, t'as les trains à prendre, etc. Oui, mais après ça se gère très bien. Et du coup, je vis à Lyon aussi parce que j'ai une petite passion personnelle qui est la montagne. Donc j'y passe beaucoup de temps et c'est un vrai espace et temps pour moi de ressourcement. Donc je suis souvent le week-end à faire une randonnée, de l'escalade. Ah mais escalade aussi. Si je peux faire un peu d'alpinisme au mois de juin. Bon, cette année on a annulé à cause de la météo, mais... Ouais, donc c'est vraiment ton lieu où tu te ressources. Oui. Et est-ce qu'à côté, tout à l'heure, en début de podcast, tu nous parlais de tous tes centres d'intérêt, l'histoire médiévale, j'ai pas tous ces cités, il y en avait beaucoup. Est-ce qu'à côté, tu as continué à essayer d'apprendre en dehors du travail? Je sais que c'est très dur, mais des moments
j'arrive pas, j'apprends que sur mon domaine d'activité. Mais est-ce que tu arrives de temps en temps à sortir de ton domaine d'activité et à te former sur des choses qui n'ont pas d'impact direct sur ton boulot, mais qui te cultivent? Oui, les podcasts sont un bon outil, notamment dans les transports. Pour aller en montagne, c'est souvent un moment de respiration. Et après, je vous ai dit que j'avais une mère documentaliste, donc j'ai toujours un grand amour des livres. Parfois, je manque de temps, j'aimerais lire plus, mais j'ai des lectures éclectiques. Qu'est-ce que c'est, par exemple, tes romans? Est-ce que c'est science-fiction? Est-ce que c'est... Alors, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup les beaux mots. Donc, je lis pas mal de livres avec des auteurs qui ont une plume. J'aime bien ça. Et puis je lis un petit peu... glisse-nous des noms. Moi, je veux des références. Attends, je vais noter. J'aime beaucoup Serge Chalandon, par exemple, qui en plus était un journaliste et toujours un journaliste assez engagé. Non, là, je lis aussi, alors par petits bouts, parce que c'est dense, Résonance de Rosa, qui est un sociologue allemand. Je lis parfois des BD, comme celle qu'avait faite Jean Covici. Voilà. Sur l'écologie. Voilà, le mois dernier, j'ai lu la BD Jérusalem, sur l'histoire de Jérusalem aussi. Alors, j'ai Élise, mon associée, qui me l'a offert, j'ai pas encore lu. Elle est bien? Elle est très bien, ouais. Donc, tu lis aussi des bandes dessinées. Ouais, t'es ouverte. Oui, parce que le format, du coup, quand on a moins de temps, peut être aussi très ludique et un peu régressif. Il y a des bandes dessinées qui sont extraordinaires, historiques, etc. Mais c'est un petit plaisir d'enfance, moi, je trouve, ouvrir une bande dessinée, te replonger. Oui, puis les romans graphiques, par exemple, celui d'Olympe de Gouges, ça fait au moins 10 ans qu'il est sorti, qui est assez épais. Mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses et c'est effectivement un format qui est assez agréable à lire. Et pourtant, c'est dense. Merci beaucoup, Marie, pour ton retour d'expérience. Je suis assez bluffée par ton parcours et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu incarnes une forme d'engagement, mais avec plein de prismes différents. Tu as commencé du coup dans les énergies, ensuite tu as eu ce saut en vraiment univers cartiral et enfin tu reviens par la compétence et ça crée une super cohérence. Donc merci beaucoup pour ce partage d'expérience authentique. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt, amis de la RH.